Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du Dakar, débrief de cette étape numéro 3 du côté du Dakar. Une étape qui a été compliquée, hein, on va pas se mentir, ça a été difficile pour les pilotes auto, il y a eu encore des crashs aujourd'hui. Puis on reviendra également du côté des motos avec un Daniel Sanders moins dominateur hein, que sur les autres jours, une petite surprise même du côté des motos au niveau du classement général, mais peut-être que certains avaient peur de l'étape marathon qui commence demain. Et ça, on regardera ça avec le parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et on commence tout de suite. Puis si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks aussi. On commence tout de suite avec la situation actuelle du côté des abandons. C'est pas totalement clair parce que sur les fichiers officiels, vous voyez, il n'y a pas encore l'abandon de Carlos Sainz. En réalité, normalement, Carlos Sainz, il a abandonné tout simplement parce que son châssis a été touché lors du crash de l'étape 2. Alors, certains ont été surpris de voir qu'il avait pu repartir après avoir travaillé pendant toute la nuit sur la 48 heures chrono. C'est très simple, la 48 heures chrono n'est qu'une seule et même étape. C'était pas deux journées, enfin c'était 2 journées de course, mais c'était une seule étape dans le règlement FIA. On contrôle les voitures entre chaque étape, mais pas pendant une étape dans le règlement. C'est pour ça qu'il a pu repartir, qu'il a pu finir la spéciale. C'est que les contrôles se font à la fin des étapes ou avant les étapes, mais pas pendant les étapes. Donc du côté de Carlos Sainz, c'est comme ça qu'il a pu repartir. Vous savez, il n'y a pas, par exemple, pendant un Grand Prix de Formule 1, il n'y a pas un contrôle. On fait le contrôle avant le Grand Prix, après le Grand Prix, mais pas pendant le Grand Prix. Il fallait le prendre de cette manière-là. Une 48 heures, en fait, c'était une étape. Au lieu qu'elle dure 24 heures, elle durait 48 heures. C'était pour cette raison-là que Carlos Sainz a pu repartir. Pour l'instant, il n'est pas marqué comme abandonné sur la liste du Dakar. Bon, moi, j'ai compris qu'il avait abandonné parce que problème de châssis et qu'en fait le châssis a subi un choc et grosso modo il faudra un châssis de secours. Ce que M-Sport n'a pas, de toute façon les équipes n'ont pas et de toute manière il faudrait aussi à le remettre sur la carrosserie, ça ferait des pénalités immenses. Je vois difficilement l'intérêt. On verra quand même s'il ne repart pas dans 3 jours, mais je suis pas convaincu de... Pour moi, il a abandonné Carlos Sainz. Parmi les autres abandons en auto, on en a 2 en Challenger, donc c'est-à-dire en T3 avec les Proto SSV, donc la voiture de Veljamovic et Al Saif et la voiture de Al Jalfla Runitsky et Mohamed Balouchi également sur une Fantic qui a abandonné également. Rallye terminé pour lui. On passe trop fatigué, hein, Mohamed Balouchi pour la suite de la course. Eh bien, on regarde tout de suite les classements et on commence par le classement moto du jour de cette étape, donc qui, je rappelle, était raccourcie. Il n'y avait pas 450 km de spécial, il n'y avait que 317 km de spécial. Et c'était une spéciale qui était très rapide sur des terrains assez roulants. Mais il fallait pas trop s'écarter de la trace, sinon ça pouvait être patatras, parce que comme on allait extrêmement vite, c'est-à-dire vous pouvez vous taper rapidement une pierre, et ça peut avoir des grosses conséquences. Ça on a vu du côté des autos, moins du côté des motos, mais il y avait quand même ce questionnement qui allait ouvrir le début de l'étape marathon, parce que forcément ça peut être compliqué d'ouvrir sur cette étape-là, et je pense que certains ont peut-être un peu ralenti sur la fin, et ce qui a permis à Lorenzo Santolino de remporter cette victoire, première victoire en carrière hein, pour l'Espagnol de l'équipe Sherco. Ça va faire du bien à l'équipe Sherco, parce qu'on rappelle Arit Noah, l'ancien vainqueur en Rallye 2 l'année dernière, avait dû abandonner dès le prologue. Donc forcément, ça a été un coup au moral pour la structure française. Et ils sont plus que 2 hein, dans cette équipe. Donc en sachant qu'en plus, Sherco a quand même du mal en termes de performance pure ces dernières années pour rivaliser avec Honda, avec Hero, avec KTM.
Donc ils sont un petit cran en dessous, on va dire, de ces équipes-là. Et il commence à voir aussi l'arrivée des motos chinoises, donc ça doit commencer à un peu les inquiéter. Donc voilà, belle victoire du côté de Sherco avec Lorenzo Santolino. Il fallait remonter en 2019 pour 2018 ou 2019 pour avoir une victoire, la dernière victoire du côté du Dakar pour Sherco. Ils n'avaient jamais gagné en Arabie Saoudite. Voilà, tout simplement, Sherco, c'est leur première victoire en Arabie Saoudite. C'était Adrien Metsch, je crois de tête, qui avait remporté une spéciale à l'époque. Et puis la première victoire de l'histoire de Sherco, c'était un certain David Casteux qui est sur ce Dakar qui l'avait remporté. Deuxième à 4 minutes et sans pénalité, Ricky Brabec, qui s'en est plutôt bien sorti parce qu'il était bien placé hier, Ricky Brabec. Surtout avec Van Beveren qui avait pris une petite pénalité. Donc il s'en est plutôt bien sorti, comme Skyler Oates qui a été plutôt pas mauvais en navigation. L'Américain qui a fait des gros progrès dans ce domaine-là. Parce qu'avant, c'était pas forcément son point fort à Skyler Oates, la navigation. Et là, il y a un moment, ça a été montré sur le site du Dakar qu'il a réussi à trouver la trace avant les autres. Ce qui lui a permis de remonter un petit peu au classement. Pour l'instant, il fait une course prudente, mais il est tout le temps là. Il est tout le temps dans le top 5. Et je dirais que sur un Dakar en moto, la régularité c'est hyper important. Et on voit que Skyler Oates, Ross Branch, c'est des pilotes qui sont tout le temps bien placés, pas forcément vainqueurs de spécial, mais toujours bien placés. Donc l'avantage c'est que demain, Skyler Oates, il en a deux devant lui. Alors le problème c'est que Santolino, ouvrir la spéciale, ça a rarement dû lui arriver. Même dans d'autres courses de rallye raid, et Ricky Brabec va se retrouver à ouvrir très vite dans l'affaire. On retrouve ensuite Ross Branch, mais vous voyez les écarts minimes, 13 secondes même entre Ross Branch et Brabec, et puis Luciano Benavides. Devant, la légende, Stefan Zvitko, toujours là avec son équipe indépendante, toujours sur des KTM. Du côté de Stefan Zvitko, qui on doit en être à 15 Dakar au moins pour Stefan Zvitko, à chaque fois en moto, toujours là. J'ai vu, c'est comme sur la Eco Race, je ne sais pas si vous suivez les résumés de la Africa Eco Race, il y a toujours Uli Valsetter. J'ai connu Uli Valsetter, il était déjà pas jeune, donc il a plus de 50 balais. Uli Valsetter, le Norvégien, donc impressionnant. Seth Quintanilla. Pas aux avant-postes depuis le début de course, Quintanilla, toujours un petit peu derrière, voilà, mais lui aussi assez régulier chez Honda. De toute façon, on sent que chez Honda, on n'a pas. L'objectif, c'est d'être régulier. On n'a pas forcément l'envie d'aller chercher les victoires de spécial. Et puis, deuxième KTM après Luciano Benavides, c'est Edgar Canet. Donc, belle journée pour Edgar Canet. Après, c'était des pistes. Il n'y avait pas forcément des gros choix de navigation à faire. C'était des pistes rapides. Donc là, c'est la pointe de vitesse qui a été efficace pour Edgar Canet. Mais qui, pour l'instant, fait quand même un bon début de Dakar pour un rookie. Et puis, on retrouve Martin Michek et Tobias Hepster. Je rappelle que Tobias Hepster, il est de la famille de Hans Kinnegartner, ancien pilote KTM, qui gère notamment KTM sur les Dakar et sur le Rally Raid. Donc voilà, Tobias Hepster, qui avait remporté l'épreuve en Malmoto l'an dernier, eh bien, fait un top 10. Ça doit être son premier top 10 en carrière au scratch. Parce que là, c'est pas Rallye 2, et j'ai tout mélangé. Van Beveren, 7 minutes de perdu, mais encore une chute pour Adrien Van Beveren aujourd'hui. Pour l'instant, il n'a pas la bonne carburation. En plus, demain, ça va pas être forcément un terrain qu'il affectionne. Là, sur la marathon, pardon, parce que ça va être très caillouteux, ce qu'on nous indique. Donc, c'est vraiment pas ce qu'affectionne Adrien Van Beveren. Et puis, encore une chute, donc ça veut dire que physiquement, forcément, tu es un petit peu touché dans ce genre de situation. Puis ça commence à faire un peu beaucoup, quoi, pour Adrien Van Beveren. Donc ouais, là, c'est bien dommage. Du côté du français, mais pour l'instant, c'est un début de Dakar pas évident du tout. Et puis, on va commencer à faire une hiérarchie chez Honda. C'est le dernier des pilotes vraiment officiels chez Honda. Donc, tu vas commencer à servir de porteur d'eau. Donc, on va voir sur la marathon, mais il se peut qu'il y ait une hiérarchie quand même qui se dégage après ces 3-4 premiers jours de course et qu'on décide qu'Adrien Van Beveren soit porteur d'eau
et plus vraiment numéro 1 dans cette formation. Il est devant Michael Docherty, également en Rallye 2, et puis Ignacio Corniero sur la Hero. Pour l'instant, il a du mal. Il n'est pas dans le top 10 à chaque fois, hein, Ignacio Cornero, il est toujours... Enfin, il n'est pas dans le top 5 plutôt. Ça manque un peu de vitesse, voilà, du côté du Chilien chez Hero. Après, avant, ils avaient un pilote qui était rapide, qui s'appelait Johan Barada, mais qui avait tendance à pas finir. Donc là, au moins, avec Ignacio Cornero, pour le moment, il finit les étapes. Et puis Bradley Cox et Rui Gonçalves, le deuxième pilote Sherco, qui est 15e. Tosha Charena finit loin. Là aussi, mauvaise journée pour lui. Il s'est un petit peu perdu. Voilà, Tosha Charena, là aussi l'Espagnol, pas forcément le meilleur pour trouver sa trace devant Jacob Aboulwright et Nils Terrik, encore une fois dans le top 20 avec la Koei. Et devant Mason Klein, encore une fois. Donc là, très très belle performance du Français pour le moment. Daniel Sanders, lui, ne finit que 22e aujourd'hui. Pas mal de temps de perdu, voilà, pour Daniel Sanders. Il n'était pas dans le bon rythme aujourd'hui. Alors demain, l'avantage, c'est qu'il va partir loin. Mais il a quand même perdu pas mal de son avance. Au final, aujourd'hui, hein, il a plus que 3 minutes d'avance, je crois, au général. Donc c'est pas l'idéal pour Daniel Sanders, mais un terrain où il était peut-être pas à l'aise. C'est vrai qu'il est beaucoup tombé dans sa carrière jusqu'à maintenant, et peut-être que c'est des terrains un peu plus techniques, un peu plus rapides, et que là, il avait du mal à mettre la poignée à fond du côté de Daniel Sanders. Donc voilà, petite déception. Il est juste devant Romain Dumontier, qui est dans le Honda HRC, mais qui roule en Rallye 2. Et puis la belle performance de Mike Weidemann, le pilote allemand que vous pouvez voir notamment sur le vidéo de Benjamin Bello, et qui finit 26e aujourd'hui, premier Malmoto. Donc ça, c'est plutôt une belle performance devant un certain Jérôme Martini ou Emmanuel Guinness. Kevin Benavides, tu vois, ils suivent avec Charlie Epps, mais c'est pas du niveau d'un pilote officiel. Je suis désolé du côté de Kevin Benavides. Donc là, c'est quand même très problématique. Benjamin Bello 32, donc belle journée pour lui, qui a eu des problèmes sur la 48 heures avec son ventilateur. Et puis Charlie Herbst 35, un petit peu moins bien que sur les premières journées. Voilà, il est rentré un petit peu dans le rang, voilà, du côté de Charlie Herbst. Et puis si on descend un petit peu le classement, vous voyez Mason Klein, hein, encore une fois 37 minutes de perdu aujourd'hui. Donc, pas exceptionnel. David Casteux, belle journée dans le top 50, 42e. Donc voilà, il a bien réussi à récupérer. Thomas de Gavardo, le Chilien, qui est maintenant chez Fantic, à 57 minutes. Et puis si on descend, il n'y a pas vraiment de grande surprise du côté du classement. Après, derrière, voilà, après on a ah si, Mathieu Devez, qui a pris une pénalité. Mathieu Devez, pénalité moteur, hein, il a dû avoir il n'a pas fini la spéciale, Mathieu Devez. Donc si, il y a un Bass qui a terminé, et ça c'est dommage, Mathieu Devez, parce que c'est quand même un pilote rapide, mais jusqu'à maintenant, si je me souviens de tête, il a souvent eu des problèmes en course. Voilà, donc c'est pas fantastique, voilà, pour Mathieu Devez aujourd'hui, qui a perdu beaucoup de temps. On regarde le classement général. Donc Daniel Sanders en tête pour le moment, mais il a 2 minutes désormais d'avance, même moins, sur Skyler Hoves. On retrouve ensuite Ross Branch, Ricky Brabec, Charena à 8 minutes, Luciano Benavides à 12,37, Quintanilla et Adrien Van Beveren. Et vous voyez qu'à la régulière, il n'y a plus qu'une seule KTM, hein. Il y a 2 Hero, même si Ignacio Cornero, ça commence à être compliqué, mais en fait c'est beaucoup de Honda. Et en dehors des Honda, il y a une KTM, une Hero, et c'est un peu une déception quand même KTM, parce que on nous avait beaucoup vendu la nouvelle moto, certes plus nerveuse mais plus rapide. Pour le moment, il n'y en a qu'un qui est aux avant-postes. Après, c'est vrai que chez KTM, ils ont quand même perdu aussi des pilotes, hein. Sunderland, Price. Donc c'est un peu un changement de génération, mais Kevin Benavides n'est pas du tout dans le coup, pas du tout à l'aise. Il y aura peut-être du changement après ce Dakar du côté de chez KTM, pas qu'au niveau financier, mais aussi dans l'équipe au niveau sportif. Van Beveren, il a 16 minutes 24.
c'est pas idéal quand même quand on sait qu'en moto ça se joue à pas grand chose. Il va falloir faire un coup de navigation maintenant hein, pour Van Beveren dans les étapes de sable. Il va falloir réussir à rattraper son retard. J'ai oublié Sanders aussi hein, chez KTM, mais c'est vrai qu'ils sont que deux encore une fois chez KTM et il y a quand même beaucoup de Honda. Pour l'instant, ils ont du mal à être aux avant-postes, même l'équipe basse et ce genre de choses. Et puis on retrouve Ignacio Cornero et Santolino voilà, dans le top 10 de ce classement. Ensuite, Edgar Canet, Bradley Cox et Doherty avec Webster pour la bagarre, pour le Rallye 2. On va même regarder ça du côté du Rallye 2. Edgar Canet en tête avec 5,45 d'avance pour Doherty. Webster à 9,26 et Nils Terry à 34 minutes, hein, donc il reste dans le coup avec Aguba Wright et Romain Dumontier à 40 minutes. Voilà du côté de ce classement. On regarde les Malmoto. Aujourd'hui, le vainqueur de l'étape du jour, c'est donc Mike Weideman qui colle quand même 3 minutes à Martini et Guinness. Benjamin Melo à 7 minutes, mais on sait qu'il est moins à l'aise. Sur ce type de terrain plutôt très rapide. Belle étape quand même de Jérôme Martini aussi. Et puis pas vraiment de grosses surprises, mais ce qui fait qu'au général, c'est quand même, ça reste serré. Benjamin Melo est en tête avec 5,19 d'avance sur Emmanuel Guinness. Mais ensuite, Martini Weideman, il n'y a que 4 minutes d'écart. Romanchik et Vega sont pas très loin non plus. Donc il y a un petit groupe là pour le podium. Ça reste encore très 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 serré dans ce petit groupe-là. Voilà, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer pour la suite. On regarde tout de suite en auto, en classe Ultimate, victoire aujourd'hui de Saoud Variavois. Hier, elle avait eu une très mauvaise journée, hein, Saoud. Notamment, il était rentré dans Giniel de Villiers. On n'avait pas l'information hier quand je vous avais parlé. On savait que les deux mécaniquaient, je ne pensais pas au même endroit. Mais ils se sont rentrés dedans, tout simplement, ce qui n'est pas vraiment normal. Bon. Giniel de Villiers, ces dernières années, il y a quand même pas mal de petites casseroles, notamment quand il roule sur un motard. Lui, il avait vraiment roulé exprès presque sur le motard. Bon, je pense que Giniel de Villiers, il y a un moment, il faut peut-être savoir passer la main. Et donc, Saoud Variavois, je pense qu'il sait qu'il était plutôt pas mal et ils se sont rentrés dedans. Donc, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il est parti derrière. Mais comme disait François Cazalet, son copilote, on a bouffé quand même pas mal de poussière. Et puis, sur la fin, il était dans un bon petit groupe et ça s'est joué un peu sur les crevaisons. Et eux, ils ont crevé vraiment sur la toute fin. Donc, c'est ce qui leur a permis d'aller jouer la gagne. Vous voyez quand même que les écarts sont extrêmement réduits. Gerlin Scheschrit, Alex Vinok sont seulement à 33 secondes et encore il y a 10 secondes de pénalité. Seth Quintero à 1,48, Guillaume Demévus à 1,55. Et Joao Ferreira, 5e à 3,15, ça montre que le X-Red, il performe avec ce nouveau moteur. Voilà, pour l'instant, il faut qu'il trouve encore un petit peu la fiabilité. On retrouve ensuite Nasser Al-Attiyah, Ekström, Serradori, Lucas Moraes, Giniel de Villiers à 6 minutes 30. Ce qui va être intéressant demain, c'est qu'un Nasser Al-Attiyah, au final, quand vous regardez les 5 qui sont devant lui, à part Gerlin Scheschrit, c'est pas forcément des mecs qui sont habitués, qui ont déjà souvent ouvert. J'ai oublié Guillaume Demévus. Mais voilà, Nasser Al-Attiyah, il va avoir quand même Scheschrit, Demévus comme trace. Quintero en termes de rythme, c'est toujours bien. Parce que je pense que Variavois, il va pas réussir à rester longtemps devant. Après, je ne sais pas, mais je pense que ça va peut-être être compliqué pour le jeune Sud-Africain. C'est vrai que ça va être intéressant quand même pour Nasser d'avoir Demévus et Scheschrit, les deux X-Red devant lui. En plus, maintenant, c'est le dernier Dacia qui peut aller chercher le général, comme chez Ford, où, maintenant, c'est Ekström et Michael Guthrie, qui est toujours là aussi. 13e pour l'instant, qui fait une course tranquille, je dirais, Michael Guthrie. Voilà. Entlategan, 12e, et puis on retrouve Cristina Gutiérrez, 15e. Et puis Yazid El Araji, un petit peu plus loin aujourd'hui, voilà, du côté de Yazid El Araji, qui voulait peut-être pas ouvrir demain. Donc il s'est dit, je vais perdre un petit 10 minutes aujourd'hui. Parce que je suis quand même assez surpris qu'il soit aussi loin. Donc peut-être qu'il a un peu géré son effort pour demain, l'étape marathon. Et puis Toby Price, Sam Sunderland. Mais là, c'est un petit peu plus normal, hein. C'est des pistes rapides. Donc voilà, il faut arriver à suivre avec la vitesse. Donc des fois tu peux avoir un petit peu d'appréhension du côté de Toby Price. Là ça roulait très très vite aujourd'hui.
Et puis, c'est des pistes où il faut avoir confiance dans sa voiture, donc c'est pas forcément évident pour le duo australo-britannique. Si on redescend un petit peu dans le classement, Bachuska, un petit peu loin aussi, 21e, il était devant. Donc lui aussi, il avait peu de traces devant lui. Et puis on retrouve Christian Lavieille, qui hier, enfin ce matin, partait loin à cause de ses soucis pendant la 48 heures et a remonté pas mal de concurrents. On retrouve ensuite Moraes, Jacopini, un petit peu loin, 21 minutes aujourd'hui pour Jacopini. Et puis si on descend un petit peu dans le classement, eh bien, où est Simon Witz? Simon Witz a dû perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Martin Prokop a perdu 1h30, donc gros problème sur le Ford qui, je rappelle, n'est pas un Raptor. Sébastien Loeb, hein. Ça on n'en a pas parlé, mais 1h03 de perdu aujourd'hui. Sébastien Loeb, des tonneaux aujourd'hui pour Sébastien Loeb. Je crois que très clairement hier il a été énervé pendant 2 jours avec ses problèmes de ventilateur, surtout qu'encore une fois c'est un problème qui était connu sur la voiture, donc qui n'a pas été réparé. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les relations entre Sébastien Loeb et ProDrive soient au sommet vraiment, parce que c'est vrai ça fait depuis quelques années qu'il est avec ProDrive et notamment le Hunter avait subi assez peu d'évolution et là ça doit commencer un petit peu à l'énerver, les problèmes techniques. On va pas se mentir. Et en plus, Sébastien Loeb, je pensais énervé ce matin. 15 km de course, tonneau. En fait, il n'a pas vu une sorte de petite tranchée, une saignée sur la route. Ça arrive. Là, en plus, c'était à très très haute vitesse. Il semblerait que la saignée était un petit peu plus impressionnante que comment elle était marquée dans le roadbook. Après, il faut aussi savoir que le roadbook il a été modifié il y a 2-3 jours, mais entre temps il y a eu des petits orages, donc ça a pu un petit peu laver la piste et ça a pu créer des nouveaux mouvements de terrain, donc ça a pu générer des nouvelles difficultés. Et donc voilà, Sébastien Loeb aujourd'hui, 1h03 de perdu dans l'affaire, donc ça commence à faire beaucoup trop pour le général. Et Martin Prokop, donc 1h27 aussi. Mauvaise journée. Et donc Nani Roma, il avait pris ses pénalités de 20h, mais Simon Witz, je ne sais pas où il est Simon Witz. Je ne le vois pas dans le classement, donc c'est un petit peu inquiétant du côté de Simon Witz. On va voir. En 2 roues motrices, mais il a peut-être abandonné. Oui, parce que là on nous dit donc Christian Lavieille vainqueur devant Pierre Lachaume, Joubani, Bergun, Pascal Thomas et donc Jérôme Cambier. Donc les MD Sports sont devant, mais je ne vois pas le concurrent français, donc qui a dû avoir un problème, et ce qui fait que c'est Pierre Lachaume désormais qui est en tête devant Pascal Thomas, Joubani et Lavieille. Tous ces pilotes se tiennent en moins d'1 heure. Et oui, plus de Simon Witz. Donc peut-être un abandon pour Simon Witz. Pour l'instant, je n'ai pas vu l'information. Voilà. Au classement général en ultimate, c'est Henk Lategan qui est toujours en tête, qui augmente même son avance avec 3 minutes d'avance supplémentaire. Enfin voilà, avec 7 minutes désormais sur la TIA. Ekström qui passe 3e devant El Haraji. Et puis on trouve Moraes, Toby Price donc qui a perdu un petit peu de temps à 20 minutes, Serradori qui fait pour l'instant un bon début de Dakar 7e devant Michel Guthrie, Joao Ferreira, le seul pilote X-Red qui peut encore jouer quelque chose au général, et puis 7 Quintero, Gerlin Chichrit quand même se rapproche un petit peu, il est 12e à 48 minutes, mais là demain il va être en position quasiment d'ouvreur, donc on va voir comment ça va se passer. Et puis Sébastien Loeb, 16e à 1h14 déjà dans l'affaire. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup, voilà, pour le classement général, et donc plus de Carlos Sainz du côté du classement, encore une fois, à cause des multiples pénalités, alors que Nani Roma, lui, est toujours là. Enfin, à cause de l'abandon et de ses problèmes de châssis, mais plutôt du côté de notre ami Carlos Sainz. On continue pour la suite avec la catégorie Challenger aujourd'hui. C'est de nouveau Cavigliasso qui s'impose devant Paul Spering, alors avec seulement 14 secondes d'avance. Donc ça a vraiment été extrêmement serré. Yazir
Zaidan, le vainqueur de la Coupe du Monde dans cette catégorie, qui a eu un début de Dakar compliqué, eh bien avec Michael Metsch, 3e, devant Dania Akil. Mais vous voyez, tout cela se tient en moins d'une minute, 4 pilotes en moins de 30 secondes. C'est assez impressionnant. On retrouve ensuite Kobe Laverton et Gonçalo Guerreiro. Petite mauvaise surprise quand même, Gonçalo Guerreiro, qui perd 13 minutes aujourd'hui dans ce classement. Et puis Pau Navarro également, 17 minutes de perdu. Mais vous voyez, ça a été assez serré dans cette catégorie. Car le 20e, Alexandre Giroud, n'est qu'à 47 minutes. Au final, Antoine Méo est à 55 minutes, donc vous voyez que ça a été extrêmement serré et il faut attendre la 25e position pour avoir Annette Kant à 1 heure. Donc voilà, ça a été très très rapide dans cette course aujourd'hui. Du côté du classement général, c'est Cavigliasso qui est toujours en tête avec 20 minutes, un peu moins de 20 minutes d'avance, 19 minutes 30 sur Gonçalo Guerreiro qui fait la mauvaise opération du jour. On retrouve ensuite Kobe Laverton et puis Paul Sperrig, 25 minutes, et Dania Akil à 28. Donc ça reste quand même assez serré dans cette catégorie. En SSV, eh bien aujourd'hui les Can-Am se sont rebellés avec la victoire de Chaleco Lopez qui s'impose devant Xavier de Soultray. C'est vrai que ça a été compliqué pour les Can-Am. Dans la 48 heures, ils ont perdu énormément de temps. Les différents Can-Am, voilà, ils n'étaient pas dans le coup et les Polaris ont été plus efficaces et leur ont remis un petit peu la misère. Je rappelle qu'hier, Chaleco, il a perdu 1h40. Donc c'est sûr que ça fait un peu mal au cucu, comme on dit. Donc il s'impose aujourd'hui devant Xavier de Soultray, un match d'anciens motards dans cette catégorie. Et puis on retrouve ensuite, parce que je rappelle que Chaleco, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il était sur la Aprilia, notamment en Argentine. On retrouve ensuite Broekegger, Alexandre Pinto, le portugais. Et puis Castellano. Si on descend un petit peu dans le classement, on a Ferrioli qui est 7e, Montero seulement 10e, Hunter Miller seulement 11e, là aussi, petite surprise pour le rookie américain, mais très performant. Et puis Gérard Fares a perdu 55 minutes, mais on sait que c'est pas celui qui est le plus rapide. Donc là, ça a roulé très vite. Et puis Olivier Pernot également, 27e, lui qui est débutant. Olivier Pernot, de la famille de Jean-Pierre Pernot, mais surtout qu'on avait vu au Trophée Andros. Sarah Price, donc avec toutes les pénalités qu'elle a prises, aujourd'hui, voilà, elle payait ses pénalités. Pareil pour Florian Vessade, qui était bien placé au général, mais problème technique, donc il a dû quitter la spéciale. Florian Vessade avec Nicolas Ray sur le 3e Polaris, ce qui fait qu'au général, il y a quand même un petit changement. Florian Vessade disparaît et désormais ça va être un match à 2 entre Broekegger et Xavier de Soultray, parce qu'Alexandre Pinto est déjà à 1h13, que Chaleco à 2h45 et Gérard Fares à 2h45. 2h47, ça risque d'être un petit peu compliqué, donc ça va plus beaucoup de suspense. Et puis Andouja aussi aujourd'hui qui a perdu beaucoup de temps sur le Can-Am. Donc voilà, il ne va pas y avoir beaucoup de suspense dans cette catégorie parce que les écarts sont déjà là. Et puis on passe au camion. Victoire aujourd'hui d'Alex Lopez. Ça a été un gros combat aujourd'hui pour la victoire d'étape entre Lopez, Zala et Michel Vandenbrik. Surtout entre Vadoistas, Zala et Alex Lopez. Ça a été un coup moi, un coup toi, grosso modo. Donc ça a été un gros combat devant Vandenbrik. Martin Maschik, je pense, a pris voilà, un petit peu de marge aujourd'hui. Il savait qu'il avait 8 minutes, 9 minutes au général, donc il pouvait plutôt rouler un petit peu derrière et puis surtout pas ouvrir demain du côté de Martin Maschik. Et puis on retrouve Martin Soltis, Kiskolen, Richard de Groot et Martin Vandenbrik qui a encore perdu 30 minutes aujourd'hui devant Claudio Bellina. Et encore un top 10 pour Teruhito Sugawara aujourd'hui. Donc belle performance pour le japonais. Et Anya Van Loon, elle a perdu 1h35. Voilà, avec un véhicule du team De Roy, Anya Van Loon. Donc pas une très bonne journée pour elle. Ce qui fait qu'au général, eh bien, il n'y a plus que 3 minutes 34 d'avance pour Maschik par rapport à Alex Lopez. Et puis Vadosta Zala qui reste à une trentaine de minutes de retard. Je rappelle qu'en camion, un changement de pneu, c'est long.
Et ça peut prendre 30 minutes, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu de marge. Mitchell Van Den Brick à 1h13, pardon, et Martin à 1h21. Et Sugawara est 6e. Donc pour le moment du général, donc belle performance avec le Hino, parce que je rappelle il est plus léger, mais il est aussi moins puissant ce Hino. Et puis est-ce qu'on a le classement des Dakar classiques? Non, pas encore. Par contre, ils arrivent tard les Dakar classiques, donc je vous donnerai peut-être un classement général demain. Et puis du côté du Dakar Mission 1000, et bah, c'est Juventini toujours en tête avec 20 points d'avance sur Ikamashi. Benjamin Pasquale est 3e. Et ensuite, vous avez Jiao Zhu et Jewang qui sont 4 et 5 dans ce classement. Et puis on termine avec l'étape de demain. L'étape de demain, on partira de Al Enakia pour aller à Alula. Vous avez la Jaïko Alula, vous avez le Tour d'Alula, donc c'est une région importante d'Arabie Saoudite, c'est une région qu'on essaie de mettre en avant du côté de l'Arabie Saoudite. Alors je rappelle que c'est la première partie de l'étape marathon. Particularité du côté de l'étape marathon, les pilotes moto n'auront qu'1h30 pour mécaniquer, les pilotes auto pourront mécaniquer eux un petit peu plus longtemps, parce que les règlements sont différents entre la FIM et la FIA. Par contre, pas d'assistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les camions d'assistance, c'est de la débrouille, on va dire. Donc ça peut être compliqué pour certains pilotes. Sur cette étape-là, il faudra bien gérer sa voiture du côté de Alula si on veut éviter les problèmes. Ça sera une spéciale compliquée, très technique, on nous annonce, avec beaucoup de cailloux. On est dans des terrains volcaniques, donc ça va pas être simple. Voilà, il y aura pas de dunes, mais des terrains très difficiles sur cette spéciale. Et puis surtout, vous voyez, on sera à quasiment 1400 mètres d'altitude, donc des avantages pour les moteurs atmosphériques du côté de la catégorie auto. Parce que comme vous le voyez, quand on est en altitude, les turbos marchent mieux que les atmosphériques, donc ça va peut-être avoir des conséquences sur le classement de l'étape de demain. Même si, encore une fois, c'est plus les situations qu'on pouvait avoir en Amérique du Sud, où parfois il y avait des grosses différences avec les moteurs turbo et les moteurs Atmo, comme le Toyota notamment. Mais ça va peut-être avoir des difficultés au niveau moteur, et il y aura peut-être des casses aussi avec ce léger manque d'oxygène. Et donc demain, c'est 415 km de spécial pour 173 de liaison, et un peu moins de spécial pour les classiques. Et les Mission 1000, eux, n'ont que 100 km de spécial. Voilà pour cette étape entre El Enakia et Alula. Et des mécanos qui seront encore en repos demain soir du côté des assistances des équipes, avant la journée de repos qui, elle, sera vendredi. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures demain. Allez, ciao ciao!